Mickaël et Leïla. Hello. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver toutes les deux dans le cadre de cette conversation au cours de laquelle nous allons explorer les similitudes dans vos approches. Bien que les espaces géographiques que vous évoquez dans vos œuvres diffèrent et vos médiums également, mais je pense qu'il y a énormément de points communs et qu'on va aborder aujourd'hui. Alors du coup, le chant des oiseaux. Donc, c'est une magnifique exposition présentée en 2 parties au Musée des Beaux-Arts de Montréal et au Conseil des Arts, à la Maison du Conseil des Arts de Montréal. Et il est concrètement extrêmement rare que mes yeux soient embués de larmes dans un espace public. Je le dis, et tous mes amis le savent, ça n'arrive pas. Ouais. Mais la manière dont l'ensemble d'œuvres présentées m'a bouleversée, c'est quelque chose qui m'habite encore aujourd'hui. Cette exposition fait appel à notre humanité, à notre solidarité. Et d'ailleurs, le texte de la commissaire, qui a préféré, je la cite, garder l'anonymat dans une foule de points levés, nous rappelle le pouvoir des images sur la vie réelle. Et puis, il y a une œuvre qui m'a particulièrement marquée, La Remplaçante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce travail et sur cette exposition? D'abord, j'aurais aimé qu'on entende mon cœur battre. C'est comme le battement de mon cœur, là, parce que tu me rends très, très émue avec tes bons mots. Merci. Cette œuvre-là a une place importante à mon cœur aussi. Ça me touche parce que c'est une œuvre très honnête, très sincère. Ça a été fait en collaboration avec Guillaume Pascal, un artiste français avec qui j'ai étudié à l'UQAM et avec qui j'allais aussi au stade Saputo regarder le match de l'Impact, qui est rendu CF Montréal aujourd'hui. Je me rappelle quand je lui ai raconté l'histoire de Sahar et aussi ma propre histoire à moi, qui rêvait toujours d'aller au stade en Iran. Parce que j'étais toujours en amour avec soit les athlètes, soit le sport en général, mais qui était interdit évidemment aux femmes. Donc, oui, en lui racontant cette histoire-là, qu'on a décidé ensemble à faire hommage à Sahar Khodaïari, qui est connue sous le nom de Fille en bleu, la Fille en bleu, qui est nommée comme la Fille en bleu. Donc, oui, j'ai été assise pendant 90 minutes, qui est la durée d'un match de foot. Mais aussi, cette œuvre-là accompagne aussi... cette œuvre-là est accompagnée, je veux dire, d'un poème très important qui fait quand même un peu partie de mes réflexions quotidiennes. C'est un poème de Hamid Mossadegh qui dit, si je me lève, si tu te lèves, tout le monde se lèvera. Si je m'assois, si tu t'assois, qui se lèvera? Donc, voilà, c'est ce qui m'inspire à faire ce que je fais dans ma pratique artistique. Merci beaucoup. Puis je poursuis du coup avec Mickaël, où il y a également une volonté de restituer la parole des femmes dans ton travail, et particulièrement celle des femmes noires. Donc je pense notamment à ton travail sur la sommité Frantz Fanon. Donc tu adresses l'invisibilisation et les biais sur les femmes noires dans l'ouvrage Peau noire, masque blanc paru en 1952, abondamment cité dans les études postcoloniales. Mais on a du mal à critiquer et admettre les angles morts de la thèse de ce penseur. Pourtant, à travers une œuvre textile impressionnante, tu adresses les lacunes, précisément celles entourant la représentation des femmes dans son ouvrage à travers un codage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce travail qui lui aussi tente justement de mettre en lumière ces femmes qui sont invisibilisées? Oui, donc c'est un travail qui honnêtement est venu un peu par surprise parce que je ne m'attendais pas nécessairement à faire du textile et je réfléchissais à cet ouvrage, mais plutôt en essayant de le traduire en langage inclusif. Puis en y réfléchissant, j'ai réalisé avec d'autres amis qu'il y avait quand même beaucoup de liens à faire aussi avec le textile. Puis le médium en soi, qui est un médium qu'on voit souvent comme étant artcraft, donc de l'artisanat, et très associé aux femmes. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réfléchir à un médium qui lui-même est mis de côté pour parler de personnes qui sont mises de côté. Puis en
travaillant le livre, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de créer un code qui me permettrait de tisser le livre lui-même. Donc, chaque fil dans le tissage reprenait en fait une phrase. Et si la phrase était, par exemple, une phrase qui était non inclusive, qui allait dénigrer d'une façon ou d'une autre les femmes, par exemple les femmes antillaises, ça allait être un fil beaucoup plus large. Puis c'est l'idée aussi que dans un tissage, un fil qui est beaucoup plus large va toujours prendre beaucoup plus de place et donc laisser moins de place aux fils qui vont servir de support. Puis c'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans l'idée de pouvoir tisser un livre, c'est qu'il y a beaucoup de liens à faire entre le tissage et entre le tissage et l'identité, par exemple en pensant à tissu social ou à métissage culturel. Je trouvais qu'il y avait aussi des liens qui étaient intéressants à faire. Puis en lisant cet ouvrage, j'ai réalisé qu'il y avait un accent qui était mis sur les femmes antillaises, comme quoi les femmes antillaises avaient des complexes de lactification, des complexes de peau. Puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée parce que on parle beaucoup de Frantz Fanon comme étant un père des colonies, le père des théories postcoloniales, mais pas nécessairement comme étant quelqu'un qui avait lui-même des angles morts à vérifier. Puis à ne jamais remettre en question un penseur, bien qu'il ait fait avancer les choses, c'est aussi de nous-mêmes continuer à faire avancer sa pratique sans réfléchir aux angles morts. Donc pour moi, c'était quand même un travail nécessaire, puis de pouvoir le mettre dans l'espace, on voyait à quel point il y avait beaucoup de fils qui étaient beaucoup plus larges comparé aux fils qui étaient plus minces. Puis il y a tout un chapitre, en fait, qui a été mis sur Mayotte Capécia, qui était une femme martiniquaise que Frantz Fanon critique assez ouvertement, et de pouvoir justement parler de cette femme dans ce premier ouvrage et ensuite de pouvoir faire d'autres œuvres sur Mayotte Capécia, ça a été un moment quand même particulier pour moi. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus de ce travail sur Mayotte Capécia? Je trouvais ça intéressant que justement Leïla, dans son travail, ce qu'elle évoquait précédemment, arrive à restituer une histoire de cette femme à travers quelque chose de corporel, à travers même sa figure. Et en fait, on arrive à reconstituer son histoire, son nom, et aussi un petit peu ce qui l'habite. Est-ce que Mayotte Capécia, on a une vision d'elle à travers l'ouvrage de Frantz Fanon? Est-ce que dans ton travail, il y a aussi cette volonté de restituer un peu une histoire plus authentique de cette figure qui est quand même importante pour la littérature aussi antillaise? Ouais. Oui, j'ai fait un travail qui a suivi le travail textile sur Peau noire, masque blanc. Et c'était un travail où j'avais pris quelques extraits de différents ouvrages. En fait, deux femmes se sont soulevées par rapport à la critique de Fanon. Je me demandais justement, est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui avaient réagi par rapport à cette critique? Et elles ont écrit tout un ouvrage sur cette femme. Sauf qu'elles-mêmes sont conscientes que, oui, Frantz Fanon avait des angles morts, mais que Mayotte Capécia elle-même aussi avait des angles morts. Donc, elles ont voulu soulever finalement la présence de cette femme, lui redonner parole, lui redonner l'honneur qu'elle devait avoir par rapport au fait qu'elle était une des premières femmes martiniquaises à avoir écrit un livre. Mais malgré tout, elles ont elles-mêmes fait une critique comme quoi Mayotte Capécia avait effectivement certains complexes qui étaient difficiles à lire, surtout à aujourd'hui du moins. 1950 à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées en termes de politique aussi. Puis, donc, j'ai fait un ouvrage, donc j'ai fait une œuvre qui reprend plusieurs ouvrages, dont l'ouvrage de ces femmes, pour parler finalement de Mayotte Capécia, mais aussi de mettre en lumière que oui, ça reste qu'en 1950, en 1952, il y avait des choses qui faisaient en sorte qu'une personne noire ne se sente pas bien, ne se sente pas à l'aise d'être dans un espace XYZ. Donc, j'ai voulu quand même faire la part des choses et montrer qu'il y a des femmes qui se sont soulevées, mais elles-mêmes aussi ont été capables de dire qu'il y avait des choses à réfléchir par rapport à Mayotte Capécia. Je trouve ça serait très important que les icônes qui font avancer des choses et qui font changer des choses, dans le cas de Sahar Odoyori, en se sacrifiant, parce que je n'ai pas raconté son histoire, mais elle s'est immolée après avoir été arrêtée parce qu'elle s'était déguisée en garçon pour pouvoir aller au stade. Mais après, le FIFA, en apprenant cette histoire-là, a obligé le gouvernement iranien d'ouvrir le stade aux femmes. Donc, c'est d'une manière vraiment symbolique et très fort. Sa mort a fait changer des choses. Évidemment, pas complètement, parce qu'il y a toujours
de travail à faire là-dessus, mais quand même, ça a eu son impact. Merci pour cette précision. Et puis d'une façon aussi, c'est une héroïne et c'est important de mettre en lumière aussi son histoire et son vécu, comme tu le fais si poétiquement dans ton travail. Merci. Je l'évoquais un petit peu en introduction, vous entretenez un rapport particulier à l'archive. Avec toi, Leïla, on parle plutôt d'archives numériques, notamment des vidéos que tu recontextualises souvent. Et toi, Mickaël, ton procédé est quelque peu différent. Tu fais émerger des contextes peu connus. Tes sources sont davantage textuelles, photographiques et incluent également des vidéos. On pense à ton œuvre sur Maya Angelou et James Baldwin. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rapport à l'archive ? Quel rapport entretenez-vous à l'archive ? Est-ce que c'est quelque chose il y a une compulsion de vouloir collecter des archives ? Est-ce qu'il y a une volonté de rendre vie à ces archives ? C'est sûr que dans mon cas, vu que la base de mon travail est vraiment les images médiatiques de l'actualité, présente et d'une manière, on est bombardé par ces images-là et qu'on les regarde même plus et on ne fait plus attention à ce que... Ou juste en regardant une seule image, même pas dans ses détails, on pense savoir de quoi il s'agit. On a une compréhension très rapide de ces images médiatiques, de l'actualité surtout. Donc, je me dis en les travaillant, en les montrant d'une autre manière, que ça soit comme les mettre en boucle ou cacher certaines parties et de mettre accent sur d'autres parties. Évidemment, j'essaierai de raconter d'autres histoires, d'évoquer d'autres points de vue sur les mêmes images. Mais aussi, je pense qu'en général, les images d'archives peuvent vraiment peuvent nous aider à une meilleure compréhension du monde. Donc, oui, c'est important. Avant de te laisser poursuivre, Mickaël, je voulais juste clarifier un élément parce que je trouve ça fascinant à quel point, finalement, tu récoltes ces vidéos que je qualifierais d'ultra contemporaines. Mais est-ce que, finalement, ton travail, il n'est pas inversé ? C'est pas toi qui crée l'archive en collectant ces images qui sont concrètement de l'ordre du présent et en fait en les accumulant, les collectionnant, les classant, en leur redonnant un certain contexte. Est-ce que c'est pas toi qui porte ce travail d'archiviste J'espère de tout cœur pouvoir le faire. Oui, merci. Oui, c'est mon souhait, vraiment. Parce que je me dis, ça va rester dans la mémoire collective. Donc, c'est pourquoi ça me tient à cœur le travail que je fais. Et avec beaucoup de... quand même, je sens beaucoup de responsabilité par rapport à ce travail. Parce que ça demande un savoir de ma part aussi. Et donc... voilà. Merci. Et toi, du coup, Mickaël, c'est quoi ton rapport à l'archive Est-ce que tu te tiens à distance ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fascine Ça me fascine, oui, ça c'est sûr à 100%. Mais en fait, je me lie beaucoup à ce que tu viens de dire par rapport à la responsabilité. Parce que j'aime beaucoup travailler les archives, mais parce qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends aussi des archives. Parce qu'on a tendance à avoir... en tout cas, à l'école, on a une histoire qu'on nous apprend ou des histoires qu'on nous apprend, mais pas nécessairement des histoires qui nous concernent. Puis surtout, j'ai migré d'un autre pays et donc de chercher dans mes archives personnelles, mais de chercher dans les archives d'ici aussi, me permettre de comprendre un peu plus les choses qu'on ne raconte pas. Et c'est pour ça que je trouvais que j'avais un lien quand même avec ce que tu disais par rapport à la responsabilité, parce que pour moi, c'est aussi, dépendamment des archives que je travaille, il y a une responsabilité à bien raconter les choses, parce que je m'intéresse beaucoup aux histoires qui ne sont pas racontées, aux histoires qu'on a tendance à omettre. Puis d'avoir cette envie de travailler ces histoires, c'est aussi d'avoir la responsabilité de bien les raconter et s'assurer qu'on ne perpétue pas des erreurs qui ont été commises au préalable. Donc, c'est quand même... Ouais, j'apprécie le faire, mais il y a quand même une partie de moi qui, chaque jour, je me demande, est-ce que si telle personne est encore en vie ou est-ce que la famille de telle personne serait d'accord avec le travail que je fais actuellement? Puis
c'est toujours dans l'idée d'honorer ces personnes et de m'assurer que ces discours soient entendus ou que ces personnes soient vues. Mais ça reste que c'est aussi des gens qui, des fois, sont décédés, ne sont plus là. Puis il y a cette responsabilité, je trouve, à s'assurer qu'on fait bien les choses et qu'on honore correctement. Justement, la part subjective, c'est comme notre part subjective est à considérer parce que le danger, à mes yeux, c'est que les gens regardent ce que tu proposes à travers tes yeux et qu'on regarde le sujet ou le contexte comme à travers tes yeux, qui est quand même super subjectif, qui encadre, qui recadre la chose. Et donc, j'espère de tout cœur que ce travail-là se fait aussi par d'autres gens qui ont d'autres points de vue, d'autres manières de voir le même sujet que toi, pour justement suggérer qu'il y a plein de manières de voir une seule chose, un seul sujet. Ouais. Par exemple, là, j'ai commencé à travailler avec les archives des communautés noires montréalaises, puis au moins, j'ai la possibilité que j'arrive à avoir une communauté autour de moi, j'arrive à parler à certaines personnes qui, c'est peut-être pas les personnes qui sont sur les images tissées, mais ça reste que c'est des gens qui les ont connus ou des gens qui les ont côtoyés ou des gens qui ont côtoyé leurs petits-enfants, puis ça me permet au moins d'avoir ces discussions avec ces personnes et en me disant, est-ce que c'est correct? Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens? Est-ce que vous trouvez que ce serait pertinent pour cette personne que son histoire soit racontée ainsi? Puis ça me rassure toujours parce que en fait, c'est vrai, là, en tant qu'artiste, c'est subjectif, mais on a tendance à toucher des choses qui peuvent toucher d'autres personnes. Puis on a toute une communauté qui nous supporte, qui nous back. Donc c'est difficile de se dire qu'on est tout seul dans un coin. Faut toujours penser à toutes les personnes qui nous supportent aussi et s'assurer qu'on fait bien les choses. Effectivement, je pense qu'il y a un caractère de subjectivité et ce que j'espère que votre travail fait, c'est insuffler à des historiens, historiennes, à des sociologues, des vocations et l'envie de creuser, d'en savoir plus. Et souvent, les archives que je découvre ou très concrètement, moi, ce que j'appelle la matière historique que je découvre dans votre travail, je ne l'aurais pas découvert par un autre moyen, par un autre biais, par une autre. Je poursuis par rapport à cette question de la réactivation de l'archive. Pourquoi le textile, pourquoi la vidéo qui s'inscrivent souvent dans des installations, mais pourquoi avoir choisi ces médiums en particulier? C'est de choisir un médium qui lui-même a souvent été catégorisé comme étant quelque chose qui n'est pas du grand art. Pour moi, c'était une bonne façon de parler de tous les sujets qui m'animent. Finalement, c'est des sujets qui sont eux-mêmes mis en marge. Donc, de parler d'un médium qui est mis en marge faisait du sens. Et je sais pas, il y a quelque chose de très contemplatif aussi à faire du tissage. Il y a beaucoup de temps, beaucoup d'heures et ça paraît pas toujours qu'on voit le résultat final, mais c'est très, très, très long et ça engage tout ton corps. Donc, il y a quelque chose pour moi qui encore va à l'idée d'honorer des histoires, mais aussi de parler d'un médium qui lui-même a souvent été mis de côté. Donc, ça faisait du sens pour moi. Et comme je l'ai dit aussi, tissage, métissage, tissu social. Puis même, j'ai appris de plus en plus parce que j'ai été quand même autodidacte dans la façon d'apprendre à tisser. J'ai appris toute seule. Donc, au fur et à mesure, j'apprenais des mots et j'apprenais que, par exemple, des fils qui s'entrecroisent, ça crée une armure. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de poétique aussi dans les mots qui étaient utilisés par les tisserands parce qu'au final, c'est autant des mots oui, qui sont liés à l'identité, mais aussi des mots qui, pour moi, avaient quand même une place par rapport au fait de se soutenir et d'être là pour l'un l'autre. Oh, c'est tellement beau ce que tu dis. Dans mon cas, j'ai une base, j'ai une formation en photo, donc les images étaient toujours présentes. Pour moi, je connaissais la force des images, mais il y avait quelque chose avec la photo qui me limitait parce que je pense que c'est le cadre qui dirige où tu regardes ou qu'est-ce que tu devrais regarder et qui est aussi très figé. Figé dans le sens de, oui, c'est une image fixe qui... ça limite un peu l'interprétation, j'ai l'impression. Mais évidemment, je crois à la force des images fixes aussi de la photo.
Mais à un moment donné dans ma carrière, j'ai compris que la vidéo était vraiment le moyen par excellence dans ce que je raconte parce que le hors-champ m'intéresse et c'est vraiment avec, que ça soit en cinéma, le film, oui, la vidéo, qu'on peut aller chercher le hors-champ ou suggérer le hors-champ. Oui, par les stratégies différentes. Mais c'est, oui. Ouais, justement, pour poursuivre sur cette question du hors-champ, pour moi, ça fait immédiatement écho à l'exposition Terrain de jeu, présentée à la Galerie de l'UQAM, où tu as ces archives numériques, des vidéos qui sont transposées dans un contexte particulier. Nous sommes invités à regarder à travers les brèches des murs, adopter une posture active en tant que spectateur et spectatrice, donc des images hors d'atteinte, hors de portée. Peux-tu nous parler un petit peu de ce travail majeur et le titre de cette exposition, Terrain de jeu? Oui, c'est une exposition qui est quand même importante dans mon parcours. J'ai eu la chance d'être dirigée par la formidable Anne-Marie Ninax, que je remercie. J'ai essayé de mettre l'accent sur le fait qu'aucune situation pourrait être comprise par une seule image ou une seule explication. Donc, il y avait des images qu'on regardait en partie à travers les trous. On ne les voyait jamais au complet. Donc, par rapport à c'était quoi ta position pour regarder les images, tu voyais des parties et tu ne voyais pas d'autres parties. Donc, le sujet de cette exposition, c'est sur la vie des gens. Je mets l'accent sur le mot « vie ». La vie des gens dans un camp de réfugiés qui s'appelle Zaatari, en Jordanie. C'est pour les réfugiés syriens, plus de 80 000 personnes qui vivent dans ce camp. Et j'ai trouvé les images en regardant les reportages sur la guerre en Syrie. Mais ce qui était frappant, c'est que ces images-là n'avaient pas du tout une place importante dans ces reportages. C'était vraiment quelques secondes pour remplir des sujets qui, évidemment, traitaient la destruction du pays, mais on mettait jamais... c'est qu'on amenait jamais l'importance sur l'aspect vie de ces gens. Donc, je me disais, c'est important que je montre en essayant d'être la plus juste possible, qu'il y a aussi des moments de vie, de rêve, d'ennui, de joie dans les situations difficiles aussi. Et donc, si on le comprend et si on le voit, on voit que la vie importe et qu'on ferait peut-être quelque chose pour changer la situation. Et, pourquoi le terrain de jeu? Évidemment, on entendait beaucoup les enfants qui jouaient dans le camp, mais aussi comme spectateur, tu rentrais aussi dans ce jeu politique des images, comment tu les regardes, quelle compréhension tu as. Il y avait des gens qui ne s'approchaient même pas au trou qui était sur le mur parce qu'il avait déjà peur, parce qu'il avait lu qu'il s'agissait des images de guerre. Donc, ils ne voulaient même pas s'approcher parce qu'ils avaient peur que, évidemment que ça va être des images difficiles à voir. Mais au contraire, c'était des mains qui prenaient soin des roses où on plantait des arbres où la vie continuait. Voilà. Mais tu sais, moi, cette exposition, ça me fait beaucoup penser au travail d'une historienne de l'art qui s'appelle Tina Camp et qui a écrit un ouvrage, c'est sur le regard noir, disons, et comment des artistes issus des communautés afrodescendantes, les artistes afro-états-uniens,
parviennent à sortir de ce regard blanc qui est posé sur leur travail, ce regard de commisération, ce regard extérieur où on vient, on parle d'une œuvre qui aborde des sujets hyper délicats, de violences policières, de deuil. Puis on est là de loin, on regarde l'œuvre, on sent un sentiment de pitié. On a fini de regarder son œuvre et on repart et on retourne à sa vie. Puis elle parle vraiment du caractère. Tu sens qu'il y a vraiment, pas ce regard extérieur, mais que tu deviens aussi, d'une certaine façon, pas juste spectateur, mais il y a vraiment ce rapport où l'extériorité disparaît. Puis je trouve que c'est ce qui rend ce travail particulièrement à la fois poétique et en même temps très politique, c'est d'en ressortir non seulement tu ressens des choses, mais en plus tu te questionnes très clairement sur ce caractère qui est l'humanité et tu vois pas est-ce qu'on parle de réfugiés syriens, est-ce qu'on parle de... Tu vois juste des enfants, tu vois des enfants qui pourraient être des membres de ta famille, tu entends ces rires, ça t'a pris une posture physique où tu as dû vraiment ce mouvement-là. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très... qui s'inscrit vraiment dans la pensée de cette historienne de l'art-là, où même en parlant de ces sujets-là, on arrive à le faire en ayant une posture respectueuse et en ayant une posture qui ne pousse pas le spectateur à être dans ce rapport de commisération, c'est-à-dire dans un rapport où tu as cette extériorité, ce regard de pitié par rapport à cette situation-là. Mais là, il y a vraiment ce qu'on appelle l'empathie, la compassion qui intervient. C'est extrêmement important et intéressant ce que tu dis, parce que le son, justement, j'ai essayé avec du son qui était un son que j'avais juste trouvé sur Internet, qui suggérait le jeu des enfants, qui est un peu un effet universel, si je peux le dire. Donc, je voulais créer réduire cette distance émotive qu'on ressent avec l'autre. Donc, de rentrer dans une... donc, oui, c'était un son plus universel, si je peux le dire. Donc, ça crée... ça réduisait peut-être cette distance émotive qu'on ressent envers l'autre. Évidemment, les expériences de vie font en sorte, ou nos préjugés, nos croyances et tout ça qui fait en sorte qu'on se sente un peu en distance, un peu ou beaucoup en distance avec l'autre. Mais je pense que c'est ça la force d'une installation. Ça crée une expérience. Donc, tu rentres et tu fais partie, tu y participes, tu as une position. Tu interagis avec l'œuvre un peu. Puis je poursuis avec toi, Michaël, concernant une œuvre. Donc, tu t'es intéressée à la Union United Church, l'une des plus anciennes congrégations noires du Canada. Tu t'es intéressée également, donc tu as exploré The Colour Women's Club de Montréal, fondé donc en 1902, qui a joué un rôle essentiel dans la fondation de cette congrégation. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es intéressée justement à cette église, qui est bien plus qu'un lieu religieux, mais un espace social majeur pour les communautés noires. Qu'est-ce qui t'a poussé à porter ce travail? En fait, c'était de réfléchir aussi à toutes les communautés noires qu'il y avait ici, parce qu'en arrivant ici, j'ai pas nécessairement eu de repères par rapport à ça. Puis même dans mon cursus scolaire, j'avais pas de grandes informations sur même les communautés autochtones ici. Donc, il y avait beaucoup de choses que je sentais qui nécessitaient un rattrapage. Puis, c'est en fouillant un peu qu'en fait, j'ai pu contacter une journaliste qui connaissait une personne qui travaillait à la Union United Church, qui a pu me faire le tour de l'église. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses à déterrer. Puis, il y a quand même du travail qui avait été fait avant aussi. Je vais la nommer Nancy Oliver Mackenzie, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je considère comme une commissaire, une historienne, une archiviste. Elle a fait énormément de travail. Puis, en me faisant visiter l'espace de la Union United Church, on se parlait de la nécessité de faire en sorte que toutes les archives qu'elle a collectées puissent être quelque part.
Puis donc, on s'est fait une sorte d'échange toutes les deux où, de mon côté, je l'aidais à vraiment construire un site où il allait pouvoir y avoir toutes les informations et elle a fait un travail vraiment énorme de scanner toutes les archives qu'elle a pu trouver. Puis de mon côté, je lui posais beaucoup de questions, puis il y avait beaucoup de choses que j'ai réalisées aussi, un peu comme une archive vivante où il y avait juste beaucoup d'informations qu'elle avait elle-même dans sa tête qui n'étaient pas nécessairement écrites ou nulle part. Donc, d'avoir pu discuter avec elle, j'ai pu comprendre un petit peu plus l'histoire des communautés noires montréalaises, mais aussi la façon dont les choses s'empiétaient finalement dans l'histoire de cette Église, parce qu'avant que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui, il y avait, comme tu le mentionnais, les Colored Women's Club. Donc, c'était un collectif de plusieurs femmes qui était en fait le premier collectif de femmes à s'être créé à Montréal, et c'était toutes des femmes noires. Et elles avaient comme objectif de vraiment s'assurer que des familles immigrantes aient un logement, aient du financement, aient un espace pour leurs enfants. Puis, c'est ces femmes qui, avec leurs conjoints, ont finalement fondé la Union United Church. Puis c'est quand même quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que j'avais quand même une idée de ce qu'était la Union United Church, mais je ne savais pas qui étaient ces femmes. Et c'est en parlant avec Nancy qu'elle m'a dit « Ah non, mais Michael, tu savais que c'était des femmes, hein? C'est des femmes qu'il y avait avant et c'est important de parler de ça. » Puis juste en l'entendant parler de ça, et elle-même d'être une femme qui s'intéresse beaucoup à ça, ça m'a tout de suite interpellée. Puis je me suis dit que c'était quelque chose qu'il fallait raconter parce que, mais quand on parle de l'histoire des communautés noires, déjà, il y a beaucoup de manquements. Le peu qu'on sait, c'est qu'il y a la Union United Church et encore moins sur ces femmes. Donc, je me suis dit que ce serait déjà un premier pas en avant de parler de ces femmes, de les mettre à l'honneur. Puis, honnêtement, j'apprends tous les jours parce que c'est devenu aussi mon exposition de maîtrise. Puis, quelques mois avant de finaliser les choses, j'ai rencontré une autre membre actuelle du Colored Women's Club qui me dit « Ah non, tu pensais qu'on était 9? Non, non, il y avait 3 autres personnes de plus, il faut que tu recherches. » Puis je me dis « Oh mon Dieu, OK. » Donc, c'est infini comme travail parce que chaque personne que je rencontre, finalement, a aussi quelque chose à ajouter à cette histoire. Puis je réalise que ça va être long, mais j'apprécie quand même le faire parce que toutes les personnes que je rencontre ont aussi des choses qui sont vraiment pertinentes et je vois les liens entre chacun. Je sais pas, je trouve que ça crée aussi... c'est une communauté en soi qui continue et toutes les personnes qui y rentrent, de leur côté, peuvent continuer à faire perdurer ces communautés aussi. Donc, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment d'inspirant, puis de voir que c'est beaucoup de femmes aussi qui gèrent les choses administratives à la Union United Church me plaît beaucoup. Et comment toutes ces recherches-là se retranscrivent en projet d'exposition? Qu'est-ce que tu as présenté dans le cadre de cette expo de fin de maîtrise, du coup? Donc, j'avais tissé 4 femmes sur 9, mais du moins sur les 9 que je pensais qu'il y avait à cette époque. Donc, j'ai tissé 4 femmes sur 9 et où on m'entend en fait parler dans un case d'écoute. Où je raconte le peu d'informations que j'ai aussi sur ces femmes. Donc, il y avait dans un pamphlet une photo de chacune d'entre elles avec une très courte biographie. Puis, donc, je lis la biographie pour faire comprendre aussi donc, au public que, oui, bien qu'il y ait 4 femmes qui soient ici pour le moment, il y a aussi plusieurs autres femmes qui ont contribué et de les nommer et de dire qui elles étaient et de m'assurer que les choses soient faites en français et en anglais. Puis, dans l'exposition, j'ai présenté également un grand tissage d'enfants et qui représentait les enfants qui s'en allaient à la Sunday School, qui était une école qui se faisait le dimanche. Sunday School, ça fait du sens. C'est une photo qui m'a vraiment beaucoup inspirée aussi parce que c'est une image qui était dans les sous-sols de l'église et quand Nancy me faisait le tour, me disait « Ah oui, Michael, donc ça c'est une photo, mais il y a une grille en dessous parce qu'on essaie de savoir qui étaient tous les enfants, mais on n'avait pas les noms des enfants. » Et juste ça, pour moi, j'ai dit à Nancy, il faut qu'on s'arrête 2 secondes parce que pour moi, il y avait quelque chose de tellement beau. C'est pour ça que je dis que c'est une commissaire, une archiviste, une historienne, parce que d'avoir fait ce travail de collecte de noms pour s'assurer que chaque enfant dans l'image, et je pense qu'ils sont, si je ne me trompe pas, il y a 78 enfants sur l'image, c'est beaucoup d'enfants. Donc, d'avoir le nom de chacun des enfants et de demander à chaque personne qui venait dans l'église, est-ce que vous reconnaissez un de ces enfants, et d'ajouter le nom. Il y a quelque chose de beau dans ce geste aussi parce que pour moi, il y avait un lien par rapport à une passation orale, mais il y avait un lien aussi par rapport à une communauté qui se crée et qui perdure.
Puis elle me racontait des fois, il y avait des gens qui disaient « Ah oui, c'est mon petit-fils » ou bien « C'est le cousin d'un tel et c'est la tante de telle personne. » Puis au fur et à mesure, les noms se remplissaient et on n'a pas réussi jusqu'à présent à avoir tous les noms, mais quand même, j'ai trouvé que c'était un travail colossal qui méritait aussi d'être soulevé. Donc, c'est une des pièces majeures de l'exposition où on voit tous les enfants représentés. Puis, j'ai aussi présenté un banc d'église avec des écouteurs qui tombent du plafond où on peut entendre Nancy et moi. Pour moi, c'était important de pouvoir parler de Nancy et je ne savais pas trop comment l'amener dans l'exposition. J'ai essayé de toutes les façons possibles et finalement, on s'est entendu par un petit enregistrement. Mais pour moi, il y avait quelque chose de beau à enregistrer Nancy puisque c'est vraiment son travail qui m'a permis de voir l'ampleur des histoires de cette église, mais aussi de comprendre que Nancy, à un certain âge, on est de 2 générations différentes et d'entendre nos voix. Je pense que j'ai une voix quand même assez jeune. Puis de voir qu'il y a un écart, pour moi, il y avait quelque chose de beau aussi parce que j'aime beaucoup donner des petites bribes d'informations au public sans tout donner et d'avoir la voix de Nancy qui parle de son intérêt dans les archives et de m'entendre aussi. Je trouvais qu'il y avait... On comprenait la complicité qu'il y avait dans notre relation qui s'est formée au fur et à mesure, mais aussi de comprendre qu'il y a un certain écart d'âge et que pour qu'une bon, ça a sonné vraiment dramatique, ce que je veux dire, mais pour qu'une génération s'assure qu'elle ne meurt pas, il faut que la suivante soit capable de continuer le travail aussi. Puis, c'est une chose qui nous a reliés tout de suite parce qu'en blague, elle me disait tout le temps « Ah, Michael, on dirait que t'es moi, mais plus jeune. » Puis moi, je lui disais « Ah, ben Nancy, j'ai l'impression que tu es moi, mais dans quelques années. » Puis il y avait ce lien qui se créait parce qu'on se sentait finalement avoir ce même objectif, cette même mission de s'assurer que les histoires des communautés noires montréalaises restent et que ce ne soit pas oublié, que les gens qui ont vraiment créé ces précédents pour toutes les autres personnes ne s'en aillent pas avec leurs histoires. Bah, écoute, merci énormément, Mickaël, pour ce partage. Puis, je vais poursuivre par une autre question sur un sujet un peu autre. On pose souvent la question aux artistes qu'aurait été votre vie si vous n'aviez pas été artiste, qu'est-ce que vous auriez fait, quelle aurait été votre profession, quelle aurait été votre carrière. Je ne vous poserai pas cette question. Moi, j'aimerais savoir quelle est l'influence de ces autres vies sur votre pratique actuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je sais que toi, Mickaël, tu as notamment étudié en psychologie, puis que Leila a une carrière de karatéka. Ok, au moins, tu as suivi des cours. Mais plus sérieusement, est-ce que ces éléments-là, ces hobbies, ces vies d'à côté, ont une influence concrète aujourd'hui sur vos pratiques? Est-ce que tu voudrais que je commence? Moi, je suis très curieuse de savoir ce que tu vas dire, Leila. Ah, j'ai presque grandi. Si, je peux dire aussi que je suis née dans le cours de mon père, mais c'est plutôt j'ai grandi dans son cours. Donc, oui, j'ai des images de moi. J'avais 2 ans. Où je suis assise devant un groupe d'hommes qui sont derrière et je porte aussi mon kimono et que j'ai continué. J'ai reçu ma ceinture ou mon ceinture noire. Ma ceinture. Merci. J'ai reçu ma ceinture noire quand j'avais 10 ans. J'ai participé dans les compétitions. J'ai malheureusement pas continué. Mon père n'est pas content de ça, mais j'ai pas continué à aller dans les cours de karaté. Je me considère comme une karatéka à travers ce que je fais en art. Donc, l'esprit d'une karatéka me suit parce que j'espère sincèrement nourrir le courage que je cherche ou que j'ai peut-être un peu en moi.
en abordant des sujets vraiment difficiles, que ça soit d'une manière politique difficile ou émotive. Donc, et présentement, je suis évidemment complètement inspirée par les femmes iraniennes et le soulèvement de ce peuple depuis un an. Oui, donc ça a complètement... Je peux avouer que ça a eu une incidence, le fait que j'ai été élevée par un père karatéka dans ma pratique artistique. Waouh, c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut dire que tu es une artiste karatéka ou est-ce qu'on peut dire que... Je suis une karatéka artiste. Est-ce qu'on peut oser le dire? Est-ce que tu es une karatéka artiste? Tu te considères... Je préfère dire une artiste karatéka. Okay. Et toi, du coup, la psychologie ou peut-être d'autres vies antérieures Des choses cachées. Est-ce que tu as aussi fait du karaté J'aurais vraiment voulu. Je trouve que ça fait très, très cool dans un CV quand même de dire ça. Mais non, j'ai fait... Avant d'aller en psychologie, j'étais en cinéma aussi. Puis dans ma famille, on est quand même une bonne lignée d'artistes, mais des artistes qui n'ont pas poursuivi leur carrière artistique. Donc, c'est un peu le truc qui a fait en sorte que je fasse des vagues dans mes études où j'ai été en cinéma, puis après en psychologie. Mais avant ça, j'ai fait psychologie et sociologie aussi. Je voulais aller en criminologie, en droit. J'ai fait vraiment beaucoup de... criminologie? Oui, ouais, j'ai beaucoup changé au détriment de mes parents. Mais non, mais je pense qu'au final, chaque chose qui m'intéressait, la raison pour laquelle chacune de ces choses m'intéressait, c'était surtout de pouvoir parler de justice, de pouvoir parler d'histoires qui m'animent, de choses que j'apprends. Puis au final, être artiste a permis ça. Puis j'en parle des fois avec mes parents parce que, bon, ben c'est quand même, c'est de l'argent, hein, des études, donc c'est sûr qu'on en parle. Puis mes parents sont très, 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 très fiers. En passant, ils sont très contents. Ils me disent que au final, toutes ces études ont quand même permis à faire ce que j'avais envie de faire. Puis c'était de pouvoir parler de différentes histoires, mais qui vont avoir tout autant des aspects psychologiques, sociologiques, qui vont être liés de façon politique à X, Y, Z. Donc, il y a des liens dans tout ce que je fais, finalement. Donc, je ne pense pas que ce soit des études perdues, mais ça reste que... Ouais, je pense que ça a été la meilleure des décisions d'être artiste. Ça me permet de faire tout ce que j'avais envie de faire, de toucher à différentes histoires et à différents enjeux. Du coup, est-ce que tu te considères comme une sociologue, psychologue, criminologue, artiste? Oh, wow! Ça fait très long, mais peut-être. OK. Disons ça comme ça, peut-être. Bien qu'on allait apprendre des choses sur vous aujourd'hui. OK, très bien. Je note. Pour conclure ce podcast, on a une tradition. C'est qu'on demande aux artistes de poser une question qui sera posée à un futur artiste que nous allons rencontrer dans le cadre du podcast. Puis on vous pose une question qui a été posée par un précédent artiste. Et la question pour vous aujourd'hui est la suivante. Comment accepter le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et comment pousser les gens à être authentiques? Premièrement, c'est la question. Puis je vous laisse réfléchir à une question que vous aimeriez poser à des artistes que nous allons prochainement rencontrer. Ça peut être philosophique, ça peut être des questions à la fois plus intimes, ça peut être comme vous le souhaitez. Mais je répète la question, comment accepter le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et comment pousser les gens à être authentiques? Ouais, cette question. C'est pas obligé d'aller dans le philosophique, mais la personne a été... Dit, oui. Elle a dit, je vais aller deep dans la philosophie. Sincèrement, dans mon cas, j'ai l'impression que je vis un moment vraiment particulier en histoire de l'Iran surtout, parce que je ne croyais jamais avoir la chance de voir l'Iran qui se lève, qui se soulève. Et donc, c'est devenu une inspiration énorme dans tout ce que je fais, tout ce que oui, tout ce que je planifie, tout ce que je veux être même. C'est comme ça me rend très fière de dire même que je suis une femme iranienne. Donc,
et comment être authentique, je me dis, en se donnant la liberté d'être soi-même ou d'être le plus honnête possible et d'être vraiment courageux, d'assumer ce que tu es, d'où tu viens, quel bagage tu as avec toi, en sachant que toutes les histoires importent et que ça peut, une fois que c'est partagé, ça peut faire un changement, ça peut modifier des regards, ça peut, oui, créer des liens, mais juste le fait qu'on partage ce moment, tous les trois ensemble, je vois à quel point on a des points en commun. En tout cas, juste, on a parlé que des femmes. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. Donc, oui, j'ai fini sur ça. Donc, comment... La question? Accepter le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et comment pousser les gens à être authentiques. Je ne sais pas comment pousser les gens à être authentiques, mais j'imagine que déjà en l'étant soi-même, ça aide à répondre à cette question. Puis, et ça, c'est quelque chose que je dis quand même très souvent, c'est que j'apprends sur l'histoire, j'apprends au fur et à mesure les choses qui vont m'interpeller, j'apprends tous les jours. Puis j'ai jamais la folle idée de me dire que j'ai la réponse à une chose, et je dis tout le temps que j'apprends toujours et que juste sur mon propre pays, je continue à apprendre. Donc, pour moi, il y a cet aspect-là d'authenticité que je peux amener, d'être ouverte aussi à dire que je ne connais pas une chose et de vouloir en apprendre plus, parce que je pense que c'est ce qui nourrit aussi un travail, c'est de savoir qu'il y a une lacune quelque part et de vouloir la remplir. Mais même si la lacune est là, on ne peut pas la remplir à 100%. Donc, c'est aussi d'être capable d'admettre ça. Donc, ouais. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais je pense que c'est comme ça que j'y répondrai. Je pense que tu réponds à la question, si c'est comme ça que tu y réponds. Puis du coup, quelle serait la question que vous aimeriez poser à une future artiste Soit ça peut être une question posée ensemble, ou ça peut être chacune une question. J'ai peut-être une idée. Oui. Tu me dis si ça t'intéresse ou tu vas ajouter quelque chose. Mais j'aime l'idée qu'un ou une artiste puisse dire « je réussis, j'avance grâce à ». Puis d'être capable de nommer sa famille. On dirait que, je sais pas, c'est pas aussi naturel qu'on le pense. Je trouve qu'il y a pas, c'est pas dit assez souvent. Qui sont vos soutiens et est-ce que vous pensez qu'il y a une importance de les reconnaître? Oui. Okay. Parfaitement formulé. Parfait. C'est bon, on a la question. Bah, écoutez, merci beaucoup. Sur ces quelques mots, je vous quitte. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, de se rendre compte que finalement, effectivement, comme tu l'as dit, Leïla, on a beaucoup parlé des femmes qui sont au cœur de ce que vous êtes et de vos pratiques. Puis un plaisir d'échanger avec vous et on a hâte de découvrir la suite de votre travail. Merci. Merci à toi. Merci, bye.